Bonjour, ce mois-ci avec Charlotte, nous sommes partis en vacances sur la côte d'Émeraude et plus précisément sur les caps d'Erquy et de Fréhel. Est-ce que Charlotte, tu as prévu ta crème solaire et la polaire? Faut les deux pour s'en sortir. Oui, oui. On va aller observer une multitude d'oiseaux, des pingouins, des vrais pingouins et aussi de la lande à perte de vue. Mais on va surtout rencontrer une personne, Philippe Quéré, qui est un passionné de ce territoire. On va le rejoindre. Bonjour Philippe. Comment ça va? Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Les falaises sont bien remplies. Visiblement, le succès reproducteur est au rendez-vous aussi, c'est pas mal. Impeccable. Là ici Philippe, c'est ton poste privilégié d'observation? Alors oui, c'est le bureau du printemps pour suivre et comprendre un peu les évolutions des populations pour les oiseaux marins dans les falaises. C'est ici qu'on peut le plus facilement observer ces oiseaux-là, justement en nidification? Alors oui, pour différentes raisons, parce que déjà les falaises font qu'on arrive facilement à les voir, parce qu'ici on peut tourner autour des points où ils nichent, et puis 80% de l'effectif français niche dans ces falaises-là. Donc forcément c'est un endroit privilégié en France pour les observer, les étudier. Alors quand on dit 80%, quelle population, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors en fait on a réparti dans les différents pans de falaises du Cap Fréhel environ 2000 couples d'oiseaux marins. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc on a la moitié, près d'un millier de couples, qui sont donc les guibots de Treuil, dont je parlais à l'instant, et qui sont un des joyaux du site. Et puis après ça, on a aussi ce qu'on appelle les pingouins, petits pingouins ou pingouins tordas. Alors tu sais qu'à chaque fois qu'on dit ça, on a l'impression que ce ne sont pas des vrais pingouins. On n'a pas des vrais pingouins au Cap Fréhel, mais si. Bah oui. En fait, c'est l'image des gens. En fait, ça appuie beaucoup aussi sur ce qu'ils voient, et notamment au travers de la télévision. Et généralement, en fait, ils ont l'habitude de voir des manchots, et pas justement les fameux pingouins qu'on trouve dans l'hémisphère nord, ou les guibots, qui sont aussi de la même famille, hein, c'est la famille des alcidés. Mais du coup, c'est rigolo, mais la faune française, en fait, ils n'ont pas à l'œil. Parce que c'est on peut dire un mini pingouin, un pingouin de poche? Alors oui. Alors, à savoir qu'il avait un ancêtre comme les manchots, qui s'appelait le grand pingouin. Et en fait, les grands explorateurs, autrefois, quand ils partaient sur faire des missions dans le nord, en fait, profitaient de ce grand pingouin pour remplir leur cale de nourriture. Et donc, en fait, cet oiseau-là nichait sur les franges littorales. Et donc, par contre, ne savait pas voler comme le manchot. Et donc, pour eux, c'était un poulet sur pattes à attraper, quoi, sauf qu'il courait pas vite, quoi. D'accord. Voilà. Donc, ils ont entièrement décimé la population du grand pingouin. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment important qu'on fasse attention à eux ici. Voilà, pour le petit pingouin, oui, là, effectivement, on est sur quelque chose comme 200 couples en France à l'heure d'aujourd'hui, à savoir que ça a été pire que ça, hein. On est descendu bien en dessous de ce chiffre, mais là, progressivement, à force de veiller sur eux, de les protéger, l'effectif reprend un peu du poil de la bête, si je puis dire. Tant mieux. Oui. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu viens ici? Ah bah, ça fait quelque part un peu partie de moi, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur le site. Et tous ces oiseaux-là, pour une grande partie, je les ai probablement vus naître, donc il y a un lien très fort avec la colonie. Et puis, je ne veux pas dire qu'on se comprend, mais rien qu'à les entendre, je sais que dans quel état est la colonie en termes de stress, de dérangement ou autre. C'est incroyable. Voilà. Et là, on est calme, on a l'impression presque qu'on est en vacances, oui. Mais il faut dire que toi, c'est très chronophage, ça quand même, sur cette période, quand ils sont là, il y a des journées, tu as fait du 8h, 23h. Ah bah, ça arrive, oui, suivant l'émission et les enjeux que l'on peut avoir en termes de récolte de données. Savoir que toute l'activité de la faune, pour beaucoup d'espèces, la période du printemps est très importante, très stratégique. Toutes les colonies se portent bien? Ça augmente ici? Alors, nous... touche du bois, globalement la tendance est bonne. On a quand même souffert malgré tout de la grippe aviaire. Quand même pas autant que sur les sept-îles peut-être? Pas autant que sur les sept-îles, effectivement. Non. Là, on a eu un petit peu de perte sur les goélands.
On a actuellement un phénomène qu'on maîtrise mal et qu'on a du mal à comprendre sur les cormorans parce que là, depuis 2 ans, on a un effectif faible à la reproduction. On a eu un hiver qui a été très dur. On a eu beaucoup de tempêtes successives, donc forcément, ça les fatigue. Et puis, on n'a pas la forme, hein, comme on dit. Donc, du coup, ils passent le tour pour cette année, quoi. Jusqu'à quand ils sont là? Alors, tout ce qui est pingouin et guillemots, là, on profite des derniers moments, en fait, parce que l'heure est venue. Dès que le jeune atteint 3 semaines, en fait, les parents l'invitent à sauter de la falaise pour finir son élevage en mer. Et donc là, d'ici une quinzaine de jours, d'un seul coup, toutes les falaises là occupées vont se vider. Et il restera donc les cormorans, goélands et mouettes qui vont faire durer un peu le spectacle encore, je dirais, jusqu'à la mi-juillet. Hein, en fait. Après tout le monde s'en va quasiment. Il y a aussi beaucoup de choses à regarder dans les terres, c'est ça? Il n'y a pas que les oiseaux au Cap-Fréhel. Comme j'ai toujours tendance à dire, à chaque saison son plaisir. Et donc effectivement, sur le printemps, c'est très, très intéressant sur tout le volet falaise. Mais après, on peut aussi, sur l'arrière-saison, par exemple, travailler sur l'intérieur des Landes. Et tout un tas d'espèces de passereaux particulières, qui pour certaines sont quasi inféodées à ces milieux-là, et qui justement aussi des enjeux de conservation importants. Rien que pour donner un ordre d'idée, on a un peu plus de 150 ans, on a perdu 80% des Landes en Bretagne. Donc, c'est-à-dire toutes les espèces qui vivent dans ces milieux-là, c'est leur milieu naturel, hein, ont aussi subi des très fortes baisses d'effectifs et qui font que certaines espèces maintenant sont sous un regard plus poussé, quoi. Après, le conseil que je peux vous donner pour voir des dauphins du Cap-Fréhel, parce que c'est relativement récurrent, c'est justement d'aller à la pointe. À la pointe, ouais. On en voit régulièrement, donc c'est qu'ils sont. Et les baleines, il en passe régulièrement. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus rare. Hein. C'est l'exception qui confirme la règle. S'il y en a une qui passe tous les 2-3 ans, qui est observée, c'est. Bien. Merci. Voilà, de rien. Bonne journée à vous. Philippe, ici, c'est un site super fréquenté, non? On voit du monde là un peu partout, des gens ce mois de juin. Alors oui, c'est un haut lieu en fait de la fréquentation aussi bien locale que touristique. C'est un des lieux les plus fréquentés de Bretagne? Oui. On accueille environ 1 million de visiteurs par an. Donc ce qui génère aussi toute une approche pour accompagner justement cette fréquentation pour que on préserve le patrimoine présent et pas avoir, comme on le voit régulièrement, des sites qui sont victimes de leur succès. Et donc c'est tout un travail de fond qui est fait en amont sur l'accueil de visiteurs pour le guider et autres. Notamment par exemple tous ces systèmes que l'on peut voir là de bonophiles et qui guident inconsciemment le visiteur, mais en même temps permettent de protéger les espaces naturels. Et de ne pas piétiner la lande. Et pas piétiner la lande, ce qui nous permet d'avoir de très bons résultats et de recolonisation progressive de secteurs qui, comme ici par exemple, avaient été totalement dégradés par le piétinement. Le site ici, il est labellisé Natura 2000 et vous avez travaillé pour obtenir aussi le label Grand Site de France depuis 2013, obtenu en 2019. Nous, on en parlait dans nos JT. Je te propose de regarder ça. Oui. Le département des Côtes-d'Armor compte désormais un grand site de France, les caps d'Erquy et de Fréhel, une labellisation du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il reconnaît les sites les plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national. C'est quelque chose d'exceptionnel quand on sait que la dune du Pilat, il y a 20 ans qui sont en labellisation et qui ne sont toujours pas labellisés, qui est un site largement aussi authentique et précieux pour la biodiversité que le nôtre. Sur les caps d'Erquy et de Fréhel, on trouve par exemple plus de 1000 espèces végétales, ainsi que des chauves-souris et 400 grands dauphins sédentaires. J'ai tendance à parler d'une arche de Noé, tant la diversité est importante avec des espèces exceptionnelles. Comme par exemple 80% de la population nationale des guillemots de Troyes en France niche sur le cap Fréhel. Donc c'est vraiment un enjeu national pour le site, quoi. Et chaque année, 1,6 million de visiteurs se rendent sur le site. Avec le label, la fréquentation devrait augmenter de 30%, ce qui inquiète une partie de la population sur les réseaux sociaux. Alors les élus et les acteurs tiennent à rappeler que 3 millions d'euros ont été investis ces dernières années.
Les aménagements qui ont été réalisés, c'est principalement des déplacements doux pour permettre un meilleur déplacement des touristes et de manière à ce que les sites ne soient pas détériorés, que ce soit à pied, à vélo ou aussi les personnes en mobilité réduite. C'est tout l'enjeu du label Grand Site de France, de trouver l'équilibre entre bien accueillir les visiteurs et toujours préserver la biodiversité du grand site. Les caps d'Erquy et de Fréhel rejoignent ainsi la pointe du Raz Cap-Sizun et les dunes sauvages de Gavre à Quiberon, deux autres territoires labellisés Grand Site en Bretagne. Qu'est-ce que tu as ressenti toi quand vous avez obtenu ce label ? Écoute, c'est le fruit d'un travail de très nombreuses années. Et c'est aussi la reconnaissance du travail accompli, parce que c'est ça la démarche de labellisation, c'est qu'il y a un travail en amont qui a été fait. On peut voir des frictions parfois sur les territoires où on se dit, bon bah voilà, quand c'est protégé, c'est mis sous cloche. Ici, c'est pas le cas du coup. Alors, c'est pas sous cloche, mais en fait, on arrive à quelque chose où je dirais sans forcément une action juridique ou autre, on arrive à guider les visiteurs, accompagner les démarches sensibilisées par une très forte communication, par des aménagements sur site qui font qu'on arrive justement à rendre le comportement des visiteurs compatible avec la préservation des espèces naturelles. Après, il y a quelques loupés, toujours, mais bon, globalement, ça va dans le bon sens. Il y a, au-delà des particuliers, il y a aussi à accompagner des fois des systèmes économiques ou des communes aussi sur leurs activités. Et notamment ici, il y a le plus grand camping municipal de France, oui, avec énormément de monde. Tous les ans, on voit des gens arriver des jours à l'avance devant les barrières, avant l'ouverture du camping, puisque les places ne sont pas attitrées, on ne peut pas les réserver. Je te propose qu'on regarde ça, on y va de temps en temps. On va se rendre compte un peu de l'effervescence qu'il y a autour de ce camping. Pour l'ouverture du plus grand camping municipal de France, à Fréhel, ils sont nombreux à avoir passé le week-end devant les grilles. Ici, on ne peut pas réserver un emplacement, alors ça se bouscule pour avoir vue sur mer. On est arrivé samedi après-midi et on veut notre place attitrée. C'est le premier qui arrive qui va l'avoir. Donc il y a un peu la course. Ça fait 54 ans et c'est pas pénible du tout parce que ça fait partie du folklore. C'est tout, c'est pas... À 9h, on commence à entendre les rugissements des moteurs. Ouais, je pense qu'il va essayer de me faire l'intérieur, mais il va pas réussir. Il passera pas. Et les installations peuvent commencer. La plupart auront vue sur mer. Le camping comprend 900 emplacements sur un site classé Natura 2000. Ici, pas de piscine, pas d'animation, juste la nature. Bien sûr que ça valait le coup. Là, on a une place superbe. Même quand il fait mauvais, par la fenêtre, on a un spectacle à couper le souffle. Alors. Les enfants appellent même les parents pour s'assurer de l'installation. Bah alors, t'as toujours le même emplacement ? Eh ben oui, c'est le même, au même endroit. Tu pourras venir quand tu veux. Derrière, mon mari met son bateau, puis moi j'ai mon emplacement devant, face à la mer. Voilà, mais on est là depuis plus de 20 ans. À la base, on avait pris cet emplacement parce que je voyais mon mari revenir de mer. C'est super bien, c'est un peu sauvage et puis ça nous permet un peu de nous déconnecter. Ça fait du bien. Nous n'avons que 2 étoiles et nous souhaitons rester là. Ça permet de venir en vacances à toute catégorie de gens confondus. C'est très familial. Moi, j'ai fait des mariages depuis que je suis élue où des gens se sont rencontrés dans le camping. Dans ce camping, il y a plein d'histoires dans ce camping. Ce serait bien de pouvoir écrire les mémoires de ce camping. Et forcément, après l'effort, le réconfort, il ne reste plus qu'à profiter jusqu'au mois de septembre. La saison commence bien. Démarre mal. Là aussi, le camping, il fait partie de ce grand site. C'est ça ? Oui, tout à fait. Par exemple, on travaille avec la municipalité depuis de nombreuses années, par exemple sur la gestion arborée à l'échelle du site, pour différents sujets, différentes raisons, comme par exemple des difficultés liées à la processionnaire du pin. Parallèlement à ça, on a aussi des souhaits de rééquilibrer un petit peu les classes d'âge pour pérenniser les boisements. Donc il y a tout un travail en amont d'expertise sur le terrain. Pour justement parfois à couper, mais parfois aussi à introduire et à planter des espèces pour justement construire l'équilibre de demain, quoi. Tu me disais, j'ai aussi un gros travail où je suis un peu au bureau, où il faut planifier, trouver les financements, c'est ça ? Alors oui, complètement. Prévoir les dossiers, monter les dossiers ? Complètement, alors c'est le b.a.-ba un peu de tout métier, parce que toutes les actions, ça demande financement. Préparer les diagnostics de terrain. Ça te demande beaucoup de temps au bureau ?
Je dirais 50-50 en fait entre le terrain et le bureau. Ça commence à faire les nouveaux emplacements là. Vous en manquez encore juste quelques-uns sur la Grande Fauconnière qu'on n'a pas pris sur les... Oui. Parfait, tu récupères et tu fais toutes les photos. Ouais, bah, si, c'est très bien, impeccable. Combien vous êtes à travailler ici, dans ce bâtiment? Alors, dans la structure, là, nous sommes 11, mais sur des missions parallèles et complémentaires. Nous, on est spécialisé sur tout le domaine environnemental, à savoir tout ce qui est le monitoring, le suivi des milieux, l'accompagnement à la gestion, la meilleure prise en compte des usages et de ces espaces-là. Après, on a une équipe qui, elle, s'occupe de tout ce qui est la sensibilisation. Auprès du grand public, auprès des écoles. Des animateurs. Voilà, ce sont les animateurs. Et parallèlement à ça, rien que sur le volet oiseaux marins cette saison, on a pu rencontrer là, des membres de l'équipe, donc avec 2 volontaires en service civique qui m'aident sur les oiseaux marins, ainsi qu'une personne en CDD. Ce qui t'évite de faire du 8h, 23h. Voilà, exactement. Donc c'est un soutien bienvenu pour justement arriver à gérer à la masse d'informations à gérer, à collecter en ces saisons très, très actives. Et parallèlement à ça, donc, nous avons, comme dans toute administration, des personnes qui s'occupent de tout ce qui est les volets administratifs, une direction, et une personne qui est aussi consacrée sur le volet grand site. Parce qu'il y a tout un tas d'opérations qui sortent complètement du cadre de mon intervention, par exemple, ou des collègues, et qui, elle, est vraiment justement spécialisée sur toutes ces mesures très particulières liées à l'action et à la réflexion au grand site sur le territoire. Tu peux aussi suivre les oiseaux depuis ton ordinateur, tu n'es pas obligé d'aller sur le terrain pour les voir? Alors ça, c'est une nouveauté temporaire. C'est une nouveauté temporaire et liée aux technologies, c'est-à-dire que devant tous les développements d'usage et de technologies en mer, comme par exemple des projets éoliens et autres, se pose la question de mieux comprendre et de plus en profondeur la biologie de ces animaux-là, jusqu'où ils peuvent aller se nourrir, leurs aires de répartition pour ces zones de nourrissage là. Et donc, de plus en plus, la technologie fait qu'on peut aller de plus en plus loin dans les connaissances, simplement en attrapant quelques oiseaux et leur mettant un micro GPS sur le dos, et qui nous permet, grâce à ces programmes tels que Migratline, de connaître un petit peu comment se dispersent ces oiseaux là sur tout le territoire et toute la Manche, à partir des informations qui peuvent être collectées. C'est quelqu'un à la cool, oui, qui connaît beaucoup de choses et qui connaît son territoire un peu sur le bout des doigts, donc c'est très intéressant de l'écouter parler parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Qui est passionné par son travail aussi, qui adore ça, qui ne compte pas son temps, qui devrait peut-être un peu, mais... et puis, voilà, je pense que c'est quelqu'un aussi vraiment dévoué à la cause, qui a envie de faire bien, qui est aussi très perfectionniste, mais dans le bon sens du terme. Il connaît vraiment dans tous les détails, vraiment il va au fond des choses, au fond des sujets, et ça c'est très appréciable. Première moule de la saison? Ah bah non. Non, j'en ai déjà pris. La crâneuse. Merci. Je vais l'arriver. Bonjour Catel. Alors on avait quoi là à bouger jusqu'au phare? Jusqu'au phare? Ouais. C'est loin? Ouais. À pied? Ouais. Allez, ok. Ah loulou. Voilà. Allez-y. Ça commence bien. Ça roule, tu veux? Oui, ça y est. Alors là, Catel, pourquoi on change les chevaux de champ? Alors là, on les change parce qu'on veut essayer quelque chose au pied du phare, là, sur une parcelle où on va normalement l'hiver, qui est remplie de fougères. Il y a beaucoup de fougères dessus, donc on voudrait mettre les chevaux. Parce qu'on a remarqué qu'avec leurs gros pieds, ils écrasent vraiment partout. Pourquoi il faut limiter les fougères? Parce que ça se mange pas, c'est toxique déjà pour les animaux. Et parce qu'en fait, ça fait un milieu très pauvre. Il n'y a que de la fougère, qui pousse, il n'y a plus rien qui pousse en dessous. Cristal, ce serait très bien que tu sois à ta place. Cristal me pousse vers toi. J'essaie de me faire petite, mais...
Et il n'y a pas de lande du coup qui pousse sous les fougères, c'est ça? Non, quand c'est vraiment que de la fougère partout, très dense, il n'y a rien qui pousse dessous quoi en fait. Pourquoi tu as fait le choix d'amener, parce qu'il n'y a pas que des chevaux que tu as ici, hein, au Cap Fréhel et au Cap d'Erquy? Non, il y a alors pas de Cap d'Erquy. Nous on est que sur le Cap Fréhel. C'est un collègue éleveur qui fait le Cap d'Erquy en mouton. Nous ici on a des chèvres, on a des ânes, on a les chevaux sur l'été et on a les vaches. Je trouvais pas de foncier déjà pour m'installer. Et parce que moi je suis issue d'un BTS gestion d'espaces naturels. Et du coup, j'avais envie de retrouver aussi ce lien aux espaces naturels. Philippe, tu as été d'un grand soutien pour ce projet? Il y est toujours d'ailleurs. Je vais, oh là là, c'est pas bon. Et là, d'un seul coup, je vois les 5 côtes arriver, là, nez à nez, tu sais, en deux clans. Philippe, ce matin, tu me parlais justement de la disparition des landes. Est-ce que du coup, ce travail est important pour ce sujet-là, justement? Alors, c'est un des points capitaux. On oublie bien souvent dans l'histoire de la Bretagne que c'est l'usage des terres qui progressivement les a appauvris, les a transformés en landes. Et si on ne perpétue pas ces activités anciennes de pâturage et de gestion de ces espaces-là, en fait, c'est des espaces qui sont promis à disparaître. Qui deviennent des forêts? Qui progressivement deviennent des fourrés, des ronciers, éventuellement des forêts dans 50 ou 100 ans peut-être. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces animaux maintenant dans la lande? Ah bah une fierté. Je suis très heureux d'en être arrivé là avec tout le travail qui a pu être fourni par Catel et l'appui de la municipalité pour préparer ces parcelles là entre guillemets. Et on voit aussi progressivement le milieu qui évolue, on voit les espèces qui interagissent. C'est chouette quoi, c'est un beau développement. Arrêt au stand. Arrêt au stand, petit changement. On sort le kawaii qui est toujours dans la voiture, on enlève les lunettes de soleil. Et c'est parti. Ici, sur cette zone-là, on a fait, en plus des opérations de pâturage qui ont été lancées, on a aussi fait des fauches expérimentales. Donc pour rajeunir aussi, toujours pareil, de la même manière, le milieu. On va redécouvrir par exemple des toutes petites fleurs comme celle-ci, là, qui sont vraiment minuscules. Et là, en fait, on a découvert la cachette d'une plante carnivore, qui est la grassette du Portugal. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail ici? Je dirais c'est le plaisir du travail accompli et de savoir que sur différentes espèces, on arrive à avoir du résultat par nos actions et qu'on arrive à inverser la tendance en fait en termes de préservation et de réussir à effectivement faire remonter les effectifs. Tu as toujours voulu faire ce métier? Ah ben, je suis tombé dans la marmite tout petit. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, j'ai toujours été au contact de la nature et aller découvrir telle ou telle plante ou tel animal. Donc, pour moi, c'est l'idée, ça fait partie de ma culture depuis que je suis petit. Et puis, après, ça apprend à repérer le moindre indice, le moindre signe. On ne voit pas la même chose quand on se promène dans la nature qu'au promeneur lambda, parce qu'on a tous les sens aux aguets et on voit beaucoup plus d'éléments qui n'y paraît, en fait. En fait, quand tu étais petit, tu étais dans les monts d'Arrée, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce aussi à ton père qui était chasseur et qui t'a appris aussi à observer? Oui, tout à fait. Je pense que les premiers savoirs, les premiers indices en fait, à repérer, c'est un petit peu comme ça que j'ai pu les acquérir, en fait, parce que lui aussi, mais plus particulièrement pour le gibier, pour lui. Et c'est comme ça que j'ai appris à repérer mes premiers indices dans la nature. Et puis très rapidement, j'ai aussi rencontré d'autres passionnés comme moi. Et puis là, c'est une transmission de savoir entre passionnés, en fait. Et on apprend très vite et beaucoup, quoi. Et tout de suite, tu t'es dit, après, plus tard, je serai dans ce milieu-là? Voilà. Ah oui, je veux faire... Voilà. Tu as fait des études d'ailleurs dans ce sens? Ah oui. Parce que là, du coup, j'ai fait un brevet de technicien supérieur en gestion des espaces naturels. Donc, c'est une formation vraiment spécialisée pour ce type de travail. Tu te vois faire ça toute ta vie? Rester ici, tu as encore beaucoup de choses à apprendre? Je le vois même pas, je ne vois pas le temps passer. C'est vrai? Le temps passe tellement vite, en fait, on est tout le temps sur des missions différentes, donc on ne voit pas le temps passer. J'ai du mal à croire quand je le dis que ça fait 20 ans que je suis déjà là. Comment t'aimerais que le lieu ici évolue dans 10-20 ans? Comment t'aimerais le voir? Quelque part, je veux que pour que les générations futures aient le même plaisir que nous et que tout le patrimoine présent ici perdure. Quelque part, je suis un passeur. Je suis à la fois un passeur parce que c'est un patrimoine que je suis là pour aider à transmettre aux générations futures. Et en même temps, je suis un ambassadeur parce que je passe mon temps effectivement à discuter avec justement les propriétaires, les usagers, les visiteurs, pour leur expliquer tout ce patrimoine-là, les sensibiliser à ces questions-là, et puis qu'on fasse un chemin en commun, et puis qu'on comprenne tous qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir, pour que ça perdure.
Eh ben merci Philippe. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve en septembre pour une nouvelle émission. Bel été, Kenavo. Pas la vachette. Top à la vachette. Il y a 3 chevaux, on va monter ensemble, Charlotte. Hein. Mais alors, comment t'arrives? Ah, petit point essuyage. Ah, mais cette canicule, moi, ça me... Charlotte, est-ce que t'aimes le beurre? Si, mais pas du tout avec la chaume. Cristal, tu me repousses encore là, Cristal. Pousse-toi un petit peu. Allez.